Alors, merci à M. Picapet, merci à Mme Billot, merci au mouvement européen de m'offrir cette tribune devant un panel relativement mélangé au niveau des âges. On m'entend au fond de la salle, ça va, c'est bon? Un peu léger. Je vais essayer de forcer la voix. L'exposé que je vais vous développer va comporter deux volets. Le premier volet constituera une série de réflexions sur la défense européenne. Le deuxième volet, je ferai évidemment de la publicité sur le quartier général de corps d'armée que j'ai l'honneur de commander, donc l'Eurocorps. Alors, on m'a demandé de me présenter, c'est très vite fait. D'abord, je suis belge et pas allemand. Je tiens à le préciser parce qu'avec mon nom, Buxenschmidt, et avec les couleurs de mon drapeau belge, qui sont les mêmes que les couleurs du drapeau allemand, mais pas dans le même sens. Quand j'assiste à une cérémonie patriotique ici à Strasbourg, les anciens combattants me disent « Ah, vous parlez bien le français pour un Allemand ?» Non, je suis belge, je suis désolé. J'ai commencé ma carrière en 1975. Je suis à l'origine un officier des troupes blindées, donc un chariste, un tankiste, Panzer, voilà. Et ma carrière a été essentiellement tournée vers l'entraînement, l'information, les opérations. Et je ne suis pas tellement spécialiste des questions ukrainiennes, je suis considéré dans mon pays plus comme un spécialiste des questions Afrique noire. Mais bon, peu importe. Et donc je commande depuis le 28 juin 2013 l'Eurocorps, le corps de réaction rapide européen, qui a son siège ici à Strasbourg et sur lequel je vais revenir par la suite. Alors je commencerai par une conclusion, ce qui est assez paradoxal, mais je m'inscris totalement dans ce qu'a dit son Excellence M. Wick, à savoir qu'il n'y a pas de soft power sans strong power, d'une part. D'autre part, les moyens militaires ne sont jamais qu'un outil d'une politique extérieure. Donc les moyens militaires ne constituent pas une fin en soi, ce n'est qu'un outil au service d'une politique extérieure ou politique étrangère. Et ces moyens militaires doivent être articulés selon un principe de gradation qui respecte le droit international et qui tient compte du contexte, bien entendu. Je vais y revenir. Alors juste, je ne dirais pas l'avertissement, mais bien comprendre que ce que je dis n'engage que moi, n'engage ni la défense belge, ni le comité commun qui est l'autorité qui coiffe l'Eurocorps. Alors, les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être ce principe d'analyse SWOT. Les plus anciens, à mon avis, non. Donc, c'est un outil d'analyse extrêmement intéressant lorsqu'on se penche sur une organisation, un système de fonctionnement, un concept, et c'est le système que je vais développer rapidement pour analyser la défense européenne. Ce système SWOT est articulé en deux niveaux. D'abord, on se penche sur l'organisation en tant que telle en interne et on analyse ses forces et ses faiblesses. Et puis, on regarde en dehors d'une structure quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces qui pèsent sur un système, une organisation ou un concept. Alors, quelles sont les forces de la défense européenne? D'abord, dans l'absolu, si on agrège les forces armées des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, etc., etc. Donc, si on agrège les forces des 28 pays de l'Union européenne, on arrive à un potentiel militaire réel, en matériel, en ressources, en savoir-faire et en potentiel humain. Si on considère l'histoire du continent européen, indiscutablement, nous partageons la même histoire, ce qui est une force, à mon avis. Encore que cette histoire a souvent été tragique. Nous sommes, nous, pays européens, assez largement interopérables, capables de travailler, les militaires sont capables de travailler entre eux, même s'ils disposent de matériel différent et même s'ils sont obligés d'interconnecter des systèmes qui, à l'origine, ne sont pas faits pour travailler ensemble.
Alors, paradoxalement, cette interconnectivité, cette capacité d'être interopérable, nous l'avons acquise au travers de notre participation à l'OTAN. C'est comme ça. Alors, le continent européen forme malgré tout un ensemble stratégique relativement cohérent, ce qui est un avantage lorsqu'on parle de défense. Et je crois qu'une de nos forces, c'est d'avoir également une destinée commune, ce qui n'est pas toujours perçu de la même manière par un pays nordique ou un pays qui borde la Méditerranée, mais je suis persuadé personnellement que nous partageons un destin commun. Alors, quelles sont nos faiblesses en interne? D'abord, les coupes budgétaires. Il y a 70 ans, 70 ans que nous vivons en paix et donc nos hommes politiques ont cette fâcheuse tendance de couper dans les budgets de sécurité, les budgets militaires, et je suis personnellement persuadé que c'est une erreur à moyen et à long terme. Un deuxième élément de faiblesse, nous ne partageons pas les mêmes valeurs ou la même perception des menaces et des intérêts vitaux. Ne demandez pas aux Espagnols d'avoir sur l'Ukraine le même regard que la Pologne. Ne demandez pas d'avoir sur la Centrafrique le même regard que la France, etc., etc. On n'a pas de politique étrangère commune. Alors, elle est en gestation, on essaie de la développer. Je crois que Mme Mogherini, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs, est un élément très favorable dans cette construction d'une politique étrangère commune, extérieure commune, mais on est toujours au balbutiement. Promenez-vous le samedi, place Kléber, ici à Strasbourg, vous verrez que le citoyen de base européen n'a qu'une perception très très mauvaise, très élémentaire, très partielle des risques de sécurité qui pèsent sur l'ensemble du continent européen. Alors, les processus de décision au niveau d'opérations militaires, entre autres, sont extrêmement longs et complexes. C'est un inconvénient. Et alors, nos pays souffrent de ce que j'appelle le Zero Death Syndrome. Il y a très peu de pays acceptent le principe de perte en opération. Alors, je ne suis pas un va-t-en guerre, loin de là. Et comme militaire, je suis le premier à ne pas souhaiter faire la guerre. Mais ne demandez pas à un pompier d'intervenir sur un incendie sans qu'il y ait un risque quelque part. C'est la même chose pour les militaires. Les militaires ont dans leur contrat l'acceptation de risques suprêmes et c'est un contrat que ne partagent pas les hommes politiques. Alors, quelles sont les opportunités pour la défense européenne? D'abord, je reviens à Mme Mogherini. Je ne vous rappellerai pas à qui elle a succédé. Toujours est-il que Mme Mogherini semble avoir pris les choses correctement en main et avoir saisi de façon très juste la place que peut occuper l'Union européenne vis-à-vis de l'OTAN, entre autres. Je vous ai expliqué que la perception moyenne du citoyen européen par rapport au danger de sécurité est relativement relâché, relativement faible, mais on sent malgré tout, il y a quelque part une émergence dans la conscience populaire européenne, l'émergence d'une conscience que les choses changent et que les risques de sécurité augmentent. C'est dû, entre autres, aux questions liées aux migrants qui viennent de l'Afrique. C'est dû aux attentats perpétrés dans certaines villes européennes, etc., etc. Une autre opportunité pour la défense européenne, c'est l'Afrique. L'OTAN, par nature, n'aime pas trop l'Afrique. Les Américains non plus. Ils y sont parce qu'ils doivent faire contrepoids par rapport aux Chinois. Mais l'OTAN n'a pas ce qu'on appelle en français un tropisme africain. Il n'a pas en sa tête un paradigme africain. Et donc là, il y a une niche. Vous savez que la nature a horreur du vide. Et donc, pour les affaires africaines au sens large, ou les affaires, j'irai même plus loin, les affaires syriennes, Moyen-Orient et africaines, il y a quelque part une niche à prendre dans laquelle l'OTAN n'est pas, a priori, candidate pour s'y glisser. Et donc, il y a une opportunité pour l'Union européenne.
Monsieur Juncker a fait il y a quelque temps des déclarations sur la défense européenne et l'armée européenne. Bon, je crois que ça va dans le bon sens. Encore que je ne partage pas personnellement l'idée d'une armée européenne. Ne demandez pas à l'armée allemande d'acheter du matériel italien. Ne demandez pas aux Italiens d'acheter des matériels, des camions, des chars allemands. Ne demandez pas aux Belges d'acheter des armes de poing autres que celles fabriquées par la fabrique nationale belge de Herstal près de Liège. Mais européenne, personnellement, je n'y crois pas et on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est une défense européenne avec les moyens disponibles dans les différents pays. C'est mon opinion personnelle. Mais bon, néanmoins, ce que le mouvement d'idées, le mouvement d'opinion qu'a lancé M. Juncker, je crois, c'est du carburant à la machine de construction d'une défense européenne. Et alors, je crois qu'une opportunité, c'est maintenant, en 2015, il se passe pas mal de choses dans le monde, en Syrie, au Moyen-Orient, en Irak. L'Afrique est devenue un brûlot. Si on regarde le Mali, la Libye, le Tchad, le Nigeria, il est en train de se passer quelque chose et nous sommes à ce que j'appelle un tipping point, un point de rupture. Alors, les menaces qui pèsent sur la défense européenne, d'abord, c'est la position de l'Union européenne par rapport à l'OTAN. Il faudrait quelque part clarifier la relation entre l'Union européenne et l'OTAN. L'OTAN, c'est 28 pays. L'Union européenne, c'est 28 pays, mais pas les mêmes, pas toujours les mêmes. Et ce sont des caractéristiques, des moyens, des cultures qui sont différentes, mais qui, à mon avis, sont complémentaires. Et ça devrait être souligné de manière beaucoup plus persistante. Alors, la crise ukrainienne, c'est une menace, mais à la fois une opportunité. C'est une menace dans la mesure où si l'Europe, et ça a été souligné par son Excellence M. Huick, si l'Europe ne trouve pas sa place dans la crise ukrainienne, nous serons pour le long terme, nous manquerons de crédibilité, nous serons décrédibilisés. Si l'Europe ne trouve pas d'une manière ou d'une autre une place dans les efforts diplomatiques réalisés dans la crise ukrainienne, nous serons hors jeu pour des années. L'OTAN est actuellement tournée, focalisée sur l'Ukraine, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de juger. Le corps polonais de Stettin, donc le corps d'armée polonais de Stettin, en fait, c'est un corps composé essentiellement de Polonais, d'Allemands et de Danois. Ce corps, on lui a demandé de se régionaliser, de se tourner vers l'Est et de devenir, je dirais, quelque part une force d'arrêt, d'interposition ou de blocage du danger qui peut venir de l'Est. Et donc l'OTAN a clairement les yeux tournés vers l'Est, vers l'Ukraine. Et donc l'Europe doit trouver sa place dans ce concert diplomatique au risque d'être décrédibilisée pour des années. Et alors, tout le monde connaît l'attitude ambiguë de la Grande-Bretagne par rapport à la défense européenne. Les Britanniques sont eurosceptiques. Je ne critique pas, je pose un statement, je constate. Ils sont eurosceptiques et ils sont opposés à toute idée de création, de renforcement d'une défense européenne. Et ils sont opposés en particulier à l'idée de la création d'un quartier général opérationnel permanent, un operational headquarters, qui fasse le lien entre les institutions comme le comité militaire de l'Union européenne, l'état-major militaire de l'Union européenne d'une part, et les troupes européennes en théâtre. On est bien. Alors, je vais très rapidement, non pas vous donner la solution, mais je profite évidemment de chaque opportunité pour vendre ma boutique, qui en a bien besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pour essayer de convaincre tout un chacun que cet Eurocorps est par essence l'outil idéal au service d'une défense européenne. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, ça ressemble un peu à un slogan, ça ressemble un peu à de la publicité, mais c'est vrai.
L'Eurocorps existe depuis 23 ans. C'est un corps qui est expérimenté et je vais revenir sur les opérations qui ont été conduites par l'Eurocorps. Le personnel est très qualifié. Donc, je dispose entre autres d'un état-major de 400 personnes, un total de 6 généraux, une grande quantité de brevetés d'état-major. Tout ça forme un think tank remarquable et nous permet d'élaborer des concepts extrêmement intéressants. Nous sommes également très bien équipés. Nous sommes le quartier général de corps d'armée affilié à l'OTAN le mieux équipé. Je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples sur la question. Nous sommes le seul quartier général de corps d'armée à avoir quelque part une coloration européenne. Dès lors que dès le départ, l'Eurocorps a été créé par l'Allemagne et la France, avec l'idée d'être un outil au service de la défense européenne. Par la suite, l'Eurocorps a été mis à disposition de l'OTAN pour des raisons simplement avec l'idée qu'il fallait l'employer dans un cadre plus large, mais à l'origine, l'Eurocorps est un corps européen. Et on devrait évidemment l'utiliser comme tel, et on devrait l'utiliser le plus souvent possible et le plus largement possible. Alors, un peu de vulgarisation. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier général de corps d'armée? Pour ceux qui ont quelques notions militaires, si on commence en bas de la pyramide, on trouve des pelotons ou des sections avec 30 hommes. Au-dessus, on trouve un niveau compagnie avec 120 hommes, 150 hommes. On monte au niveau bataillon avec 700, 800 hommes. On monte au niveau brigade avec 5-6 000 hommes. On monte au niveau division, 15-20 000 hommes. Et l'échelon supérieur, c'est l'échelon que je commande, c'est un échelon de commandement capable de mener des opérations de haute intensité avec un effectif de 60 000 hommes. Donc c'est un échelon de commandement de haut niveau. Un quartier général ne dispose pas, as such, de troupes au départ. C'est un outil de commandement et de contrôle. C'est un outil de planification qui élabore des plans d'action et qui les fait exécuter et les conduit. Donc, c'est une structure de commandement. C'est une structure de commandement qui est capable de mettre en œuvre toutes sortes d'outils militaires, que ce soit des outils armés de terre, de l'infanterie, des blindés, de l'artillerie, du génie, de la logistique, des transmissions, etc., etc. Un quartier général de corps d'armée doit aussi être capable d'articuler dans une certaine mesure des moyens aériens, éventuellement des moyens navals et des moyens forces spéciales. Donc on balaye un spectre très large de moyens. Un échelon corps d'armée doit être capable d'intervenir dans un contexte difficile, dans des zones géographiques complexes, dans un environnement social complexe. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'approche globale, comprehensive approach. Les militaires ne sont pas seuls sur un théâtre. Ils jouxtent des structures politiques, des structures religieuses, sociales, des groupes, des factions, des ONG, des organisations internationales, etc., etc. Et donc, c'est le genre de problème qu'un quartier général de ce niveau doit pouvoir gérer d'une façon globale. Nous travaillons au standard OTAN. Nous sommes compatibles avec l'OTAN. Nous sommes également compatibles avec les standards de l'Union européenne. Nous sommes de facto, dans le cadre d'une approche globale, nous sommes focalisés, branchés sur les questions civilo-militaires. Une fois de plus, les militaires ne sont pas seuls dans un théâtre, ils doivent interagir avec une série d'acteurs alternatifs. Rapidement, juste pour vous montrer que l'OTAN s'est vu affilier par le passé 9 quartiers généraux de corps d'armée, qui sont la plupart du temps nationaux, binationaux ou trinationaux. Et dans ces quartiers généraux de corps d'armée, seul l'Eurocorps, je ne sais pas si on peut le montrer sur la carte, il n'y a pas de pointeur, seul l'Eurocorps
à un tropisme européen. Très rapidement, si vous regardez la partie inférieure gauche du transparent, vous trouvez les opérations réelles auxquelles l'Eurocorps a participé. En Bosnie-Herzégovine, nous avons commandé l'opération KFOR 3 au Kosovo en 2000. Nous avons commandé l'opération ISAF à cheval sur 2004-2005 en Afghanistan. Nous avons fourni des renforts à la mission ISAF en 2012. Et dans l'intervalle, nous avons été à 2 reprises certifiés force de réponse de l'OTAN, NATO Response Force. Alors, je n'irai pas en détail sur le matériel. Dans l'image qui figure sur le coin supérieur droit, vous voyez une des configurations possibles du quartier général de l'Eurocorps déployé. C'est une ville à part entière, avec des bureaux, des containers, des tentes, des génératrices, des systèmes de chauffage, des systèmes de refroidissement, des transmissions, des cuisines, etc., etc., etc. Nous sommes uniques pour différentes raisons. D'abord, je vous l'ai dit, nous avons été créés par une initiative franco-allemande, le président Mitterrand et le chancelier Kohl, il y a 23 ans. Notre subordination est unique. Si je me compare au commandant du corps français de Lille, le général Margaille, lui a un seul chef dans une chaîne hiérarchique française. Moi, j'ai 10 chefs, bientôt 12, dans la mesure où l'Eurocorps est coiffé par ce qu'on appelle un comité commun, qui est un organe non permanent et qui est formé par les chefs de la défense et les directeurs politiques des ministères des Affaires étrangères des nations cadres. Je vais revenir sur les nations cadres. Donc, l'autorité qui coiffe l'Eurocorps est une combinaison de politique et de militaire, ce qui est très important. Et finalement, nous travaillons sous l'autorité, si je puis dire, du traité de Strasbourg, un document assez unique en son genre, qui confère au commandant de l'Eurocorps une assez grande autonomie en termes juridiques et financiers. Alors, nous sommes ici à Strasbourg, tout ça vous connaissez, dans un environnement remarquable, près du Parlement européen, des droits de l'homme, École nationale d'administration, l'Institut d'études politiques, l'Institut des hautes études de défense nationale. Tout ça forme une galaxie, une constellation de liens intéressants et qui nous permettent de créer bien souvent des situations gagnant-gagnant. Très rapidement, juste retenez simplement que l'Eurocorps, c'est globalement, disons, 1000 hommes et femmes, militaires et civils. Le quartier général en tant que tel, qui est la tête pensante, c'est 400 personnes. Les éléments d'appui, ce sont les gens qui montent, entre autres, le quartier général, qui montent les tentes, qui transportent, etc. C'est environ 650 hommes et femmes. Donc le total fait plus ou moins 1050 personnes. Dans le cadre inférieur, vous voyez ici, vous ne voyez pas, c'est bon. Il y a ce qu'on appelle la brigade franco-allemande, qui est une brigade forte de 6000 hommes, dont le quartier général est situé à Mülheim en Allemagne. Le Waché a demandé par le passé, ces régiments plutôt, et c'est la seule force qui soit sous mon commandement opérationnel direct. Alors rapidement, les nations cadres de l'Eurocorps. Nations cadres, il faut comprendre par là les nations qui font partie du comité commun et qui donc ont tous les droits de vote et donc ont droit à prendre des décisions en commun sur l'avenir de l'Eurocorps. Alors, les deux premières, la France et l'Allemagne, rejointes rapidement par l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg. La Pologne est actuellement nation associée, avec moins de droits, mais la Pologne deviendra nation cadre à partir du 1er janvier 2016. Donc, dans quelques mois, nous aurons 6 nations cadres. Il est intéressant de remarquer que ces 6 nations cadres représentent plus de 50%
de la population de l'Union européenne, ce qui donne à l'Eurocorps une légitimité hors du commun. Nations associées avec moins de droits, l'Italie, la Grèce et la Turquie. Quelques chiffres rapidement qui vous donnent une idée du niveau de participation de chaque pays. Dans la partie inférieure droite, vous voyez Roumanie 2, c'est pour bientôt, j'espère. Et les États-Unis, c'est un dossier qui est toujours en souffrance, malheureusement. Alors, le casting actuel, de gauche à droite, donc moi-même, un général espagnol qui est mon numéro 2, un général français qui est mon chef d'état-major, et dans la ligne inférieure, de gauche à droite, un général allemand qui est l'adjoint opération, un général polonais adjoint appui, support, et un général belge, un deuxième, qui est l'adjoint influence et assistance. Il est remarquable sur le transparent, c'est dans un cadre en trait interrompu. J'ai demandé et j'ai obtenu qu'à partir du prochain mandat, il y ait au sein même de l'Eurocorps, de façon permanente, un conseiller politique, ce qui, pour un corps comme l'Eurocorps, est absolument indispensable. Juste une grille pour vous montrer simplement que tous les 2 ans, les postes des généraux changent. Donc, tous les 2 ans, claquement doigt, les responsabilités des 6 généraux de l'Eurocorps changent du jour au lendemain. Intéressant de remarquer que pour la première fois en 2019, l'Eurocorps sera commandé par un général polonais. Budget rapidement, environ 12 millions d'euros, sans compter évidemment les coûts de personnel. Les 2% du personnel sur le transparent correspondent à 3 civils qui seront directement engagés par l'Eurocorps. Bon, ce budget est un budget très modeste. Ça représente, à titre d'exemple, 0,5% du budget de la défense belge. Un aperçu des matériels disponibles. Des ordinateurs en pagaille, des kilomètres de câbles, des véhicules, transport, camions, dépanneuses, jeeps, bus, véhicules minibus, etc. Des armes de poing, des armes, des mitraillettes, des fusils mitrailleurs, etc. 2 quartiers ici à Strasbourg. Donc nous sommes à proximité du Neuhof. Pour ceux qui connaissent Strasbourg, il y a le polygone au sud-est de Strasbourg. Ces 2 quartiers sont répartis de part et d'autre du polygone. Donc un vraiment au Neuhof, ce sont les quartiers Lysé-Lyautey avec les appuis principalement. Et la photo de gauche illustre le quartier général où travaillent, je dirais, les 400 têtes pensantes de l'Eurocorps. L'avenir de l'Eurocorps à brève échéance. Nous avons réussi, mon équipe et moi, à faire opérer à l'Eurocorps un virage qui le remet, qui le réoriente à mi-chemin entre l'OTAN et l'Union européenne. Et à ce titre, nous serons engagés au Mali avec 57 personnels militaires. Nous commanderons la mission d'entraînement Mali, mission de l'Union européenne, dans le 2e semestre de cette année. Et l'année prochaine, nous coifferons un battle group de l'Union européenne lors du 2e semestre. En 2020, nous retomberons sur un rôle OTAN avec pour la 3e fois une prise d'alerte force de réponse de l'OTAN. Donc l'Eurocorps s'est clairement repositionné entre l'OTAN et l'Union européenne. Simplement vous illustrer, si vous considérez la partie plutôt à droite du transparent, la gradation des différentes missions que peut épouser l'Eurocorps, selon le principe des poupées russes qui se glissent dans les autres. La plus petite poupée au bas du transparent étant une mission de conseil, d'assistance,
La plus grosse poupée, celle qui contient toutes les autres, c'est au-dessus du transparent, Army Corps. C'est une mission du niveau quartier général de corps d'armée. Et entre les deux, on trouve décliné une série de configurations possibles pour l'Eurocorps. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la modularité. Certaines missions sont plutôt orientées OTAN, d'autres missions sont plutôt orientées Union européenne. Quelles sont les spécificités des missions de l'Union européenne? Ce sont des missions qui sont plutôt soft, parce qu'il n'y a rien de péjoratif. Beaucoup de missions de l'Union européenne sont tournées vers l'Afrique. Elles sont souvent complémentaires aux missions de l'OTAN. Nous ne disposons pas à l'Union européenne de structure de commandement permanente et à l'OTAN d'ailleurs, la génération de forces représente toujours un défi insurmontable. C'est en gros les spécificités des missions de l'Union européenne. Pour quelles raisons l'Eurocorps s'inscrit-il parfaitement dans ces missions européennes? Parce que, de par la composition de l'Eurocorps, nous sommes légitimes. Et ça nous donnerait, dans le cadre du conflit ukrainien, je crois, une légitimité particulière, dans la mesure où nous ferions intervenir une force qui serait composée possiblement d'Allemands, de Français, de Polonais, de Belges, etc. L'Eurocorps est une structure modulaire et relativement autonome, ce qui convient bien au déploiement de missions rapides de petite à moyenne intensité. Nous serons en 2015-2016 tournés résolument vers l'Union européenne, ce qui nous permettra d'affirmer cet équilibre entre les missions OTAN et Union européenne. Et notre ambition pour l'avenir, comme seul quartier général de niveau corps d'armée orienté Union européenne, c'est de devenir à terme le quartier général de préférence de l'Union européenne pour conduire ces missions. Je ne commente pas ce slide, simplement dans la colonne de gauche, vous avez un résumé de ce qu'était l'Eurocorps à sa formation en 92 et ce qu'il est devenu aujourd'hui. En synthèse, l'Eurocorps, si on le compare à ce qu'il était auparavant, l'Eurocorps est une structure qui se veut bien balancée entre l'OTAN et l'Union européenne, une structure modulaire, autonome, rapidement déployable et qui affirme de plus en plus sa capacité à intervenir dans le cadre de missions au service de l'Union européenne. Voilà, il nous reste 10 minutes pour des questions éventuelles. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous écoute.